Bonjour à tous. Alors là, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la mondialisation agricole. La mondialisation agricole qu'on accuse de tous les maux, hein, multinationales, pesticides, machin, standardisation, biodiversité, tout ça, on l'a tous entendu. Et le problème, c'est que il faut avoir conscience de ce qu'elle implique. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la société est en panique totale, donc elle perd complètement ses repères, elle perd ses capacités intellectuelles et il s'agit de faire à tout prix, faire n'importe quoi du moment qu'on fait quelque chose, parce que sinon il y a le réchauffement. Alors je dis pas, c'est urgent, il faut faire quelque chose pour le réchauffement, mais il faut le faire intelligemment et c'est pas d'attaquer la mondialisation agricole qui va améliorer les choses. Et en l'occurrence, là, je vous parlerai dans d'autres vidéos des conséquences de la mondialisation. On parlera des semences, des machins, etc. J'avais d'ailleurs écrit un article là-dessus. Mais là, je vais vous parler de la mondialisation, pourquoi elle existe, d'où elle vient, comment ça se fait qu'elle soit apparue. C'est un phénomène clé de la société du XXe siècle. C'est une évolution majeure parce que la mondialisation agricole a mis fin à la famine. Elle n'a pas mis fin à la famine dans le monde, elle a mis fin à la famine dans tous les pays qui bénéficient de la mondialisation agricole. Avant la mondialisation agricole, qui date du début du XXe siècle, une année sur 5 était mauvaise à cause des ravageurs, une année sur 5 était mauvaise à cause du climat, une année sur 5 était mauvaise parce que l'agriculteur s'était planté dans sa récolte, dans ses semis, je sais pas. Globalement, il y avait qu'une année sur 5 qui était idéale, puis une année sur 5 était une année de disette. Une année sur 25 était une année de petite famine, hein, une grosse disette. Et puis une année sur 200 était une année de grosse famine. C'est de famine désastreuse. La dernière qu'on ait eue en Europe, qui soit vraiment mémorable, c'est celle d'Irlande. Il faut savoir qu'en Irlande, il y a 2 millions d'habitants de moins aujourd'hui qu'au milieu du 19e siècle, parce que à l'époque, la mondialisation agricole n'existait pas. Euh, Ils étaient en état d'autosuffisance alimentaire. Et donc, une année a été désastreuse et ça fait 2 millions de morts, ça fait 4 millions de personnes qui ont quitté l'île, et ça fait qu'encore aujourd'hui, il y a moins d'habitants qu'à l'époque. Et donc, aujourd'hui, les écolos, la population, on appelle à la relocalisation, à l'autosuffisance alimentaire. Alors que la mondialisation agricole, justement, c'est pour éviter les aléas de l'autosuffisance alimentaire. On peut dire que l'autosuffisance alimentaire a un synonyme, c'est famine. Voilà. S'il y a autosuffisance alimentaire, il y a famine. C'est obligé. L'un ne va pas sans l'autre. C'est inéluctable. Si vous êtes en autosuffisance alimentaire, un jour, vous aurez faim. C'est obligé. Avec la mondialisation agricole, pas. La mondialisation agricole, on l'a inventé parce que ça fait que tous les pays qui en avaient la capacité ont mis ensemble leur production, de sorte que, comme cette année, la Russie a une mauvaise récolte, les Russes n'y verront rien, les Américains, les Sud-Américains, les Européens non plus. Il y a 3 ans, la récolte américaine était mauvaise, on n'y a rien vu, les Américains n'y ont rien vu, les Russes n'ont rien vu, les Américains du Sud n'ont rien vu. Alors ça fait que notre pain, il est fait avec du blé qui vient de n'importe où, forcément, mais ça fait aussi qu'on n'a jamais connu la faim. Voilà, ça fait que même si tout d'un coup une année il y a une faible production de tomates, eh ben on a toujours des tomates à l'Intermarché. Voilà. Alors elles sont peut-être 20 centimes plus chères, c'est possible, mais on en a, on peut manger. Alors qu'en autosuffisance alimentaire, une des villes précurseurs en France, par exemple, c'est Albi, qui vise l'autosuffisance alimentaire, qui a investi, qui a acheté des dizaines d'hectares autour de la ville, qui incite à la production. Alors, c'est une ville de 50 000 habitants. On va convertir en équivalent patate. Pas niveau calories, mais au niveau quantité. On va considérer que un individu mange en moyenne 700 grammes. Alors, il y a des individus qui mangent 1,1 kg, d'autres qui mangent 300 grammes. C'est mais 700 grammes par jour d'équivalent patate.
fois 50 000, ça fait donc 35 tonnes par jour, soit 12 775 tonnes par an. En imaginant qu'un jour, une année, l'année soit une année une mauvaise année, qui est seulement 25% de récolte en moins, il va manquer 3,2 millions de tonnes. 3,2 millions de tonnes, comme la ville n'aura pas pris sa récolte pour la mettre dans le schéma de globalisation mondiale, puis ensuite redistribuer, sa part n'existe pas sur le marché. Sa part, elle la consomme elle-même. Donc, de fait, elle n'est pas prévue dans le schéma de globalisation mondiale. Et ça fait que ces 3 millions de tonnes, elle ne va pas les trouver. Puis de toute façon, si elle les trouvait, elle n'aurait pas l'argent pour les payer. C'est vite vu. Donc ça veut dire qu'un quart de sa population va devoir cesser de manger à partir de septembre. Ou alors toute la population va arrêter, ne va plus manger le soir. Ou alors un quart de la population va mourir, peu importe. Mais il va se passer quelque chose. Il faudra qu'il y ait un quart de la population, faudra que la population ait faim. C'est obligé, voilà. Il y aura pas d'autre solution. L'autosuffisance alimentaire, c'est ça. Et la mondialisation agricole permet d'éviter ce problème. Voilà, c'est un échange. Et s'il y a de la faim dans le monde aujourd'hui, là je viens de lire aujourd'hui le rapport de l'ONU qui dit que 821 millions de personnes dans le monde ne mangent pas à leur faim. Il y a un retour de la faim. Alors ça fait moins qu'avant, hein. Il y a 30 ans en arrière, on avait 1 milliard de gens qui criaient famine et on avait 2 milliards d'habitants en moins sur la Terre. Donc je veux dire, voilà, on a quand même fait mieux les choses, on est presque à 8 milliards et on n'a que 820 millions qui ont faim. Mais il y avait 700 millions il y a 2 ans, donc je veux dire, la situation s'aggrave. Alors il y a des situations de guerre comme au Yémen ou au Soudan, mais il y a aussi un retour de la faim. Et il faut comprendre que si ces gens ont faim, c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à cultiver leur terre pour se nourrir. Non, c'est parce que leur nation n'ont pas une agriculture suffisamment développée pour s'intégrer dans la mondialisation agricole. Si leur agriculture était dans la mondialisation agricole, ils exporteraient l'ensemble de leur alimentation et ils importeraient l'ensemble de leur alimentation et personne n'aurait faim. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est ça la mondialisation agricole. Alors la conséquence de la mondialisation agricole, c'est la diversité alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut standardiser parce que on peut pas inscrire dans un schéma mondial des dizaines de variétés de chaque céréale, de chaque chou, de chaque tomate, de chaque pomme. Et donc ça fait ça nous a coûté de la biodiversité et de la diversité alimentaire. Mais ça, on peut l'avoir. Les choses sont prévues par d'autres biais. Et c'est vers ça qu'il faut aller. On en parlera dans une autre vidéo. Là, je voulais juste préciser les dangers de l'autosuffisance alimentaire, à quoi sert la mondialisation agricole. Et donc, ça fait qu'on peut avoir une autosuffisance alimentaire. Ça a l'avantage de redonner de la diversité. Mais il faut mettre un seuil à cette autosuffisance. Moi, je dis qu'il faut le tiers. Voilà, on ne doit pas... Albi ne devrait jamais produire plus que 30% de la consommation alimentaire de sa population. Parce que si un jour, il manque 25% de ce 30%, elle va pouvoir pallier à la différence. Si tant est que même ça se remarque. Donc ça, là, il y a moins de danger. Mais si elle produisait 100%, puis qu'il manque 25%, c'est obligé que la population ait faim. Obligé. Il n'y a pas d'autre solution. On retourne comme c'était le cas jusqu'au 19e siècle. Et là, c'est inéluctable. Donc, il faut quand même comprendre à quoi sert la mondialisation agricole. Faut réfléchir à ça avant de la compromettre. Parce que il y a de vrais risques. Et l'objectif avéré de l'ONU aujourd'hui, c'est que tous les pays qui connaissent la faim aient une agriculture qui fonctionne. Une agriculture, c'est-à-dire qu'on a un système agricole. C'est pas des gens qui cultivent avec leur bout de bois, leur lopin de terre pour nourrir leur famille. Non, il s'agit qu'il y ait un vrai schéma agricole global. National, alors ça peut être une technique ou une autre, ça peut être plus ou moins industriel, peu importe.
On essaye de développer des agricultures un peu plus artisanales que chez nous, hein, mais peu importe, là n'est pas la question. Il s'agit que ces pays puissent exploiter leur territoire pour adhérer à ce système, pour pouvoir exporter leur alimentation et ainsi pouvoir importer en retour la quantité qu'il leur faut, tout simplement. C'est-à-dire que leur part sera comptée dans les parts, dans le volume global mondial, et donc voilà. C'est la mondialisation, c'est rien d'autre que ça. On prend les exportations de tous les pays qui en bénéficient, puis on divise par leur nombre d'habitants, puis du coup ça fait que chaque habitant a à manger. C'est aussi simple que ça. Et si on fait pas ça, ben il y a des famines. Voilà. Là la Russie connaît une année de disette. Et ben il y a de la population qui crèverait la faim s'il y avait pas cette mondialisation. À bientôt.